Voilà. Donc, c'est une des particularités de l'activité d'élevage, c'est effectivement de pouvoir mettre en avant les contributions positives. Et c'est rare qu'une activité qui a un impact sur l'environnement puisse mettre en avant ces contributions de ce type-là que l'on va voir maintenant et que l'on va détailler. La première chose que je voudrais rappeler, donc ça, c'est un exemple de l'alimentation distribuée aux animaux en France, donc à l'élevage français, notamment en bovin viande. Mais ces valeurs-là, on les retrouve dans d'autres pays. Donc on voit très bien que la ration des animaux est très basée sur le fourrage, avec une part très importante que représente l'herbe, qui peut être soit pâturée, soit fauchée et récoltée sous forme de foin ou d'ensilage. On a une partie également très importante qui concerne le maïs en silage, produit sur la ferme, et également des concentrés tels que les céréales, qui peuvent être également produits sur la ferme. Donc finalement peu d'aliments extérieurs qui vont provenir soit d'une autre exploitation, soit de l'étranger. Donc ce qui veut dire que nos systèmes de production ont un lien très fort avec le sol, avec les végétaux récoltés sur place et avec le sol, donc soit au travers des aliments ingérés, soit au travers de la valorisation des déjections. Donc ça, c'est un élément important qu'il faut intégrer dans l'analyse des contributions positives. Et des travaux ont déjà été faits sur ce lien très fort entre élevage et sol, donc au travers de la valorisation des déjections. Toon abordait tout à l'heure les mitigations en lien avec les déjections animales. D'importants investissements ont déjà été faits en élevage pour réduire les impacts liés à la gestion des déjections animales, et donc des contributions complémentaires pourront être apportées. Le système d'élevage a plusieurs fonctions. Alors la première fonction qu'on lui attribue, c'est effectivement en lien avec le revenu sur l'élevage, avec les produits qui vont pouvoir être vendus ou autoconsommés. Donc on a par exemple la production de fourrage, donc en lien avec la qualité du fourrage, les rendements, et ensuite on a la production de viande ou de lait, parfois sur certains élevages, en lien également avec la qualité du produit et son prix, et en lien avec le rendement. Donc on parle principalement de ces aspects en lien avec le revenu de l'élevage, en oubliant parfois les autres services que rend l'activité d'élevage, donc les services environnementaux, que l'on va détailler ensuite, qui vont concerner la régulation du climat, par exemple, la préservation de la ressource en eau, la préservation de la biodiversité, tous les paysages en lien avec l'activité d'élevage, qui ont un impact très fort sur la société et sur la perception que veut avoir le consommateur de la production de viande, et également tout l'aspect autour de la production d'énergie, par exemple, soit au travers de méthaniseurs, soit au travers de production d'énergie renouvelable avec l'électricité photovoltaïque ou autre. Donc je vais principalement m'attacher à vous détailler les trois premiers aspects qui concernent la régulation du climat, la préservation de la ressource en eau et la préservation de la biodiversité. Donc concernant la régulation du climat, on l'a vu, l'activité d'élevage est responsable d'émissions de gaz à effet de serre. Donc la production de viande en tant que telle représenterait entre 5 et 6% du total des émissions de gaz à effet de serre. Mais cependant, Stuart l'a un peu évoqué tout à l'heure, l'élevage est un fort contributeur au stockage de carbone dans les sols. Donc ça, c'est un élément très important à intégrer dans les évaluations environnementales que l'on réalise. Concernant la ressource en eau, l'activité d'élevage est associée à la gestion de déjections animales, qui potentiellement, si elles sont mal gérées, peuvent être source de pollution. Et l'activité d'élevage a également recours à l'usage de fertilisants, qui peuvent être à l'origine de problèmes de pollution de l'eau, comme les nitrates, par exemple, chez nous en France, en Bretagne. Cependant, l'activité d'élevage occupe des surfaces importantes où les pratiques qui sont mises en œuvre permettent aussi de préserver cette ressource en eau. Donc là, c'est le lien très important avec les investissements et les travaux qui ont été engagés en activité d'élevage, qui permettent une meilleure valorisation des déjections animales, par exemple, et donc une réduction de la pollution de l'eau. Et puis ensuite, donc l'activité d'élevage contribue au maintien de la biodiversité, donc c'est ce que je vais vous détailler dans les diapositives qui suivent. Donc tout ça pour dire que l'activité d'élevage a un poids important et joue un rôle très fort
sur la préservation de l'environnement. Donc le premier point qui va concerner la régulation du climat concerne le stockage de carbone. Donc vous avez ici des travaux qui proviennent de l'INRA et qui mettent en avant en fait l'évolution du stock de carbone dans les sols après un changement d'occupation des sols. Donc vous avez ici le point zéro, donc l'année zéro. Deux solutions, soit vous avez une déforestation ou un retournement de prairies, et auquel cas on déstocke du carbone. Donc le carbone qui était stocké dans les sols va être relargué vers l'atmosphère, donc contribuer à un dégagement plus important de gaz carbonique et donc à un emballement du changement climatique. Par contre, dès que l'on a l'implantation d'une forêt ou d'une prairie, vous voyez que l'on a un puits de carbone présent sous la prairie, sous la forêt, ce qui veut dire que l'on va avoir une compensation et donc un stockage de carbone relativement important. Donc vous avez ici les flux en tonnes par hectare. Et vous voyez que cette séquestration du carbone se poursuit dans le temps, y compris sur des prairies ou des forêts qui pourraient être relativement anciennes. Lorsque l'on n'a pas de changement d'affectation des sols, par exemple pour une prairie qui est très ancienne, donc il y a des travaux qui sont réalisés au niveau européen, donc dans un programme qui s'appelle Carbo Europe, où des suivis sont faits sur des prairies très anciennes sans changement d'affectation des sols. Donc vous avez ici le flux net de carbone en grammes par mètre carré, où vous pouvez observer, donc sur une échelle de temps ici de 6 ans, entre 2002 et 2008, vous avez soit une émission, donc au-dessus du zéro, une émission, une source de carbone, soit un stockage de carbone dans le sol. Donc ce que l'on observe, c'est que ce stockage de carbone augmente dans le temps. Donc on a deux pratiques ici qui sont représentées en rouge, la pratique intensive, et en noir la pratique extensive, donc avec un plus faible chargement, où on observe une petite différence avec un stockage de carbone plus important. Donc ce qui est important d'observer, c'est qu'on peut avoir à la fois sur des prairies, soit des émissions de carbone en fonction des pratiques, en fonction du type de sol, en fonction des conditions climatiques, mais que globalement, ces prairies sont des puits de carbone et qui peuvent représenter des quantités très importantes. Et donc vous avez ici de nouveau, pour des écosystèmes européens, le stockage de carbone. Donc soit ici on se trouve dans un relargage de carbone, soit ici de ce côté-ci vers un stockage de carbone. Donc la plupart des prairies sont des puits de carbone. Alors les suivis qui sont réalisés actuellement par l'INRA mettent en évidence des puits de carbone qui oscillent entre 200 kg de carbone par hectare et par an et 2 tonnes. Donc on peut dire qu'il y a une moyenne autour de 1 tonne de carbone par hectare et par an qui est non négligeable et qu'il faut intégrer dans l'évaluation environnementale. Donc des travaux sont en cours pour affiner en fait les niveaux de stockage de carbone dans les sols. Par contre, ce qui est important de dire, c'est qu'il faut essayer de plus en plus de tendre vers une analyse environnementale qui intègre ce stockage de carbone. Donc Stuart en a fait allusion tout à l'heure. Ici, sur la gauche du graphique, vous avez les émissions de gaz à effet de serre d'un système d'élevage de ruminants, avec une part très forte du méthane entérique, et ensuite on retrouve la partie gestion des déjections, l'utilisation de fertilisants, la consommation d'énergie, donc qui représente donc une quantité non négligeable de gaz à effet de serre émis. Par contre, il nous faut, dans ces évaluations environnementales, intégrer la séquestration et ne plus simplement parler d'émissions brutes, mais d'émissions nettes qui intègrent à la fois les émissions et la compensation par le stockage. Sur les évaluations que l'on a faites sur des systèmes bovins-viande en France, ce que l'on observe, c'est qu'en fait, cette compensation par le stockage de carbone est comprise entre 25 et 50%. Un système, par exemple, toute herbe, va avoir une compensation de 50%, ce qui veut dire que le stockage de carbone, permis par le système d'élevage en tant que tel, permet de compenser la totalité du méthane entérique, qui représente le poste le plus important. Le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, c'est effectivement le lien entre activité d'élevage et qualité de la ressource en eau. Donc vous avez ici l'exemple du contexte français.
Sur la gauche, vous avez la distribution des troupeaux bovins viande en France, avec les points noirs ici, sur cette partie centre de la France et sur cette partie ouest et ensuite sud ici avec les ovins. Et vous avez ici la carte de qualité de l'eau, avec la teneur en nitrate dans l'eau, donc ressources en eau, donc généralement en nappe profonde. Et vous voyez que lorsque l'on calque les zones de production de viande, on se trouve sur des zones avec une bonne qualité de la ressource en eau, liée à plusieurs éléments, meilleure pratique d'élevage, meilleure gestion des engrais organiques, une couverture des sols en période hivernale qui évite le lessivage de l'azote dans les sols, et donc le nitrate dans l'eau. Donc il y a différents éléments qui permettent de faire ce lien entre qualité de l'eau et activité d'élevage. Un autre élément par rapport à la qualité de l'eau, c'est à la fois les pratiques, ce que j'évoquais précédemment, et l'organisation spatiale de l'activité d'élevage, qui permet à la fois de préserver la qualité des sols, mais également, de fait, de préserver la qualité de l'eau. Donc, par exemple, dans les sols associés à une activité d'élevage, on va avoir une teneur en matière organique qui est plus élevée, et donc une biodiversité du sol plus forte, avec des vers de terre par exemple, et toute la biodiversité qui va être associée. On a également, ce que l'on rencontre également, c'est la particularité des zones humides à réguler la pollution, par exemple pour les pesticides, qui va être également un moyen de réduire les émissions de nitrate dans l'eau par de la nitrification des nitrifications, donc on produit de l'azote atmosphérique. Et puis, un des arguments très forts, c'est aussi de dire que les systèmes bocagers, les systèmes prairiaux, limitent l'érosion des sols. Vous avez ici des travaux qui ont été conduits par une équipe de recherche où vous voyez la quantité de sol qui sort du système, qui sort de la parcelle, selon que le sol est labouré ou emblavé avec une prairie. Donc l'effet très positif de la prairie par rapport à ce phénomène d'érosion. Dernier élément qui concerne cette fois la biodiversité. Alors, la biodiversité était jusqu'à maintenant assez peu abordée puisqu'il y avait un focus quand même très fort sur les émissions de gaz à effet de serre. On tend de plus en plus maintenant à intégrer la biodiversité dans l'évaluation environnementale parce que, de fait, en activité d'élevage, on retrouve la majeure partie des habitats favorables à la biodiversité. Donc, par exemple, 50% des espèces d'oiseaux sont associées aux habitats présents sur les fermes, présents sur les exploitations d'élevage. Donc, les habitats vont être soit de la prairie, soit de la haie, du bocage, des bosquets, etc. Et puis, les prairies elles-mêmes représentent une variété importante. Donc, tout à l'heure, on parlait de la variété faunistique, et donc là il s'agit de la variété floristique. Et donc vous voyez qu'une prairie peut héberger jusqu'à 80 espèces différentes par mètre carré. Alors, lorsque tout à l'heure on évoquait les mouvements anti-viande, effectivement, si dans certains secteurs on venait à supprimer l'activité d'élevage, en disant de toute façon il faut laisser le terrain nu, pas nu, mais en fait le terrain voué à la friche, le développement de la friche et de la forêt n'est absolument pas favorable au développement de la biodiversité. Vous avez ici le nombre d'espèces rencontrées sur une prairie et l'évolution de ce nombre d'espèces dans le temps lorsque l'on laisse les parcelles à l'abandon et s'installer la friche ou la forêt sur ces parcelles. Autre élément donc, qui consiste à dire qu'en fait il y a un lien très fort. L'évaluation de la biodiversité, c'est quelque chose qui est très difficile. Il faut compter les papillons, les oiseaux, les vers de terre, les chauves-souris, etc. Donc c'est très très compliqué. Par contre, ce que l'on observe, c'est qu'il y a un lien très fort entre les éléments semi-naturels, les prairies, les haies, etc., et ces différentes espèces animales. Et donc peut-être que des méthodologies qui permettraient simplement en quantifiant les mètres linéaires de haies, les surfaces de prairies, etc., seraient un bon indicateur de biodiversité, plutôt que de vouloir aller quantifier les oiseaux, etc., sachant que c'est très, très délicat à mettre en œuvre. Voilà, donc on voit très bien ici le lien entre les éléments semi-naturels et la présence de biodiversité. Autre élément qui concerne cette fois l'hétérogénéité du paysage.
vous voyez effectivement ici que la production a un effet négatif sur la biodiversité. Plus j'intensifie mon système et plus je porte atteinte à la biodiversité, parce que je spécialise mon système. Par contre, la particularité ici, c'est qu'en fait, dès lors que l'on va avoir une mosaïque très variée, une hétérogénéité du paysage, par exemple ici, liée à une activité d'élevage, on va contrecarrer cette perte de biodiversité. Donc, plutôt que d'avoir des surfaces mono-espèces, etc., où on va réduire la biodiversité, nos activités d'élevage associées à ces zones bocagères permettent ce maintien de la biodiversité à une échelle très importante. Dernier élément, donc, je vous avais présenté tout à l'heure les revenus directs liés à l'activité d'élevage, et ensuite les services environnementaux de cette même activité d'élevage. Ce qu'il faut dire, c'est que ces services environnementaux liés à l'activité d'élevage boostent en fait la productivité. Et on va avoir un contexte de production qui va être amélioré du fait lui-même de l'activité d'élevage. Donc c'est vraiment un partenariat entre le sol, la biodiversité, le carbone, etc., qui permet d'augmenter l'efficience de nos systèmes de production. En guise de conclusion, donc, vous l'avez vu, l'activité d'élevage a un effet positif sur la préservation de l'environnement. Ces effets peuvent être accrus par des pratiques particulières, donc qui vont permettre soit d'augmenter le stockage de carbone, la biodiversité, etc. Ces effets positifs boostent la productivité et permettent une meilleure efficience, alors une meilleure efficience à la fois économique et environnementale, donc ça c'est ce que l'on observe sur les systèmes de production. Dès lors qu'un système a une efficience économique très forte, ça se traduit par un très bon résultat environnemental. Donc les deux sont liés, et si on intègre ces effets positifs, on va encore améliorer l'efficience environnementale. Et peut-être que l'on peut aller au-delà et développer peut-être des services, le paiement des services à l'environnement exercés par l'activité d'élevage, ce qui permettrait d'améliorer encore la contribution de l'activité d'élevage à la préservation de cet environnement. Et puis Toon évoquait tout à l'heure les pratiques permettant de réduire les impacts environnementaux. Donc il faut absolument que dans ces pratiques, on intègre l'aspect préservation de l'environnement, et il ne faudrait pas que certaines pratiques soient défavorables, par exemple à la biodiversité ou au stockage de carbone, etc. Voilà. Je vous remercie. Thank you, Jean. Sorry to have to rush him, but time is running out, and particularly when he was given such positive messages. I want to do something else now. I think the IMS, I think, would like to be and act and help industry, if it can, to be an international catalyst, if you like, to have information sharing in terms at the pre-competitive level of how we might reduce emissions and maintain profitability at the same time. So to bring us up to speed as what the IMS has set out to do, I want to do two things. First of all, I want to welcome our new Secretary-General, Shin, onto the platform and ask him to briefly update us on where the IMS would like to go to in this particular endeavour. Good afternoon, everyone, and thank you very much, Mr. Chair, for this brief opportunity to tell you about the partnership between the International Meat Secretariat, which is an important organization in terms of bringing together at a global level the interests of the meat sector, a partnership between the International Meat Secretariat and the FAO, which traditionally up to now still is, mainly a intergovernment organization which has quite a lot of influence on the activities of agriculture worldwide, and of course has had a lot of influence on the activities of the livestock sector. And the idea of this